Bonjour à tous, bienvenue à cette première conférence de la matinée. On va essayer on va passer 3 quarts d'heure ensemble sur une thématique en effet que vous découvrez derrière moi, la meilleure solution pour entreprendre, balayer vos idées reçues. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Thomas Gancel et je travaille pour la Fédération française de la franchise. La Fédération française de la franchise, en quelques chiffres, aujourd'hui c'est près de 200 enseignes qui nous ont rejoints. On existe depuis plus de 50 ans, donc on est une fédération professionnelle et on a pour mission de représenter ce beau modèle économique. Donc on a également 60 experts. Parmi les experts, vous les retrouverez certains ici sur ce salon. On a des experts parce que nous sommes nous-mêmes ni franchisés ni franchiseurs. Et pour accompagner au mieux nos adhérents dans ce beau monde de la franchise, on s'est entouré des meilleurs. Donc dans nos experts, vous allez retrouver des avocats, des comptables, des responsables en développement, en communication, en marketing, qui travaillent tous majoritairement, voire exclusivement, avec des franchisés et ou des franchiseurs. Donc eux connaissent parfaitement le métier et on s'accompagne de ces experts pour organiser nos formations, nos moments d'échange auprès de nos adhérents. Nous sommes propriétaires de ce beau salon que vous allez découvrir aujourd'hui et en fait il est exploité par Infopro Digital qui nous aide à organiser ce magnifique salon. Nous avons également 2 concours. Un concours qui met en avant les révélations de l'année. Donc on a pour objectif de découvrir les pépites dans les nouveaux réseaux de franchise. Et donc on a un jury qui se réunit, qui analyse toutes les candidatures des nouveaux jeunes réseaux de franchise. Et on met en avant ces jeunes réseaux à travers un concours. Le deuxième concours, qui s'appelle les rubans de la franchise, lui, il a plutôt à vocation à mettre en avant les personnalités du monde de la franchise. Des gens qui individuellement ont travaillé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le milieu de la franchise et qui ont contribué à démocratiser ce modèle et à son succès. Nous avons également un organisme de formation. Vous avez, si vous le souhaitez, à la sortie des prospectus, on a une formation devenir franchisé, parce qu'a priori... Merci. Donc vous avez des flyers pour les formations devenir franchisé et formation comment créer et développer son réseau de franchise pour ceux qui d'entre vous souhaiteraient devenir franchiseurs. Et enfin, nous avons 2 organes de médiation. Aujourd'hui, ces 200 membres, ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires représenté en France dans toute la franchise. Donc rapidement, les 2 formations, devenir franchisé et devenir franchiseur. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit jeu ensemble. On va casser les idées reçues que l'on peut avoir sur la franchise. Il y en a beaucoup. On en a sélectionné quelques-unes. Et en fait, ça fait écho à une campagne de communication que l'on a lancée depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, pour démocratiser et faire parler de la franchise et casser les idées reçues qu'on pourrait avoir ensemble. Ce que je vous invite, c'est à sortir vos téléphones, scanner le QR code qui est derrière moi. Je me fais tout petit. Prenez un instant. Il n'y a pas besoin d'application, hein, juste vous scannez. Les photos sont interdites, s'il vous plaît. Et on va prendre 5 minutes pour faire quelques questions-réponses. Vous pouvez interagir en direct, vous pouvez poser des questions, je les ai sur mon téléphone. Voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre, on va essayer de rester concentré sur la presse. Allez, j'avance sur la première, je laisse le QR code, il va s'afficher encore un petit peu. Première question, il faut déjà être du métier pour se lancer en franchise. Je la laisse encore un tout petit peu, le QR code. On est bon? Allez, j'avance. Donc, d'après vous, quel est le pourcentage de franchisés qui ont changé de secteur au moment où ils se sont lancés dans la franchise par rapport à leur activité précédente? Ok, majorité sur du 42%. Alors on dévoile, j'avance. Bravo, donc vous n'êtes pas tombé dans l'idée reçue, mais malgré tout, vous avez vu, il y a encore 40% des gens qui pensent qu'il faut être du métier pour se lancer en franchise. Et donc la réponse est non. Et en fait, ça se traduit par quoi? C'est que, bien au contraire, il y a des franchiseurs, vous prenez la boulangerie par exemple, ils vont recruter tout sauf un boulanger. D'accord? Ils vont préférer prendre quelqu'un qui n'est pas du métier, vous former à leur pratique, à leur méthode et vous mettre le pied à l'étrier. Pour rappel, 37 jours, c'est le nombre moyen de jours de formation que prodigue un franchiseur à son franchisé.
Donc, même si vous ne connaissez pas le potentiel métier dans lequel vous pourriez être amené à travailler demain, lancez-vous. Deuxième idée reçue, il faut être bardé de diplômes. Quel est le pourcentage de franchisés qui ont Bac plus 4 ou plus? Il y a 16%, 29%, 41%. Bon, pareil, une belle majorité. Alors bien évidemment, j'oriente un peu la question, mais on est d'accord. Seulement 16% des franchisés ont Bac plus 4 et plus. Si on regarde un peu plus dans le détail, 34% n'ont pas le bac ou un bac pro, 50% Bac plus 2, Bac plus 3, et seulement 16% Bac plus 4. Donc pas besoin, encore une fois, d'être surdiplômé. On peut rentrer dans la franchise à n'importe quel niveau d'études, encore une fois, grande majorité, grâce à la formation que le franchiseur va vous prodiguer. Il faut avoir la sagesse de l'âge. Sous-entendu, les jeunes ne peuvent pas entreprendre. Quel est l'âge moyen d'un franchisé au moment de son lancement, de sa création? Ah, c'est pas mal. Ok, ça se stabilise. La bonne réponse est 35 ans. Bravo, la majorité est tombée pile poil sur le bon âge. Donc en effet, 35 ans, c'est l'âge moyen à partir duquel les franchisés se lancent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet âge, il a tendance à diminuer de plus en plus. En effet, pendant longtemps, la franchise, c'était majoritairement du cadre, 45 ans et plus, en reconversion, qui avait mis un peu d'argent de côté, qui voulait changer de secteur d'activité ou qui voulait devenir son propre patron. Et bien, cette tendance, elle est en train de baisser de plus en plus chaque année. Dernière tendance, je rappelle que les sources que vous avez derrière moi, les chiffres, sont issus de la dernière enquête faite entre la Banque Populaire et la Fédération française de la franchise via l'Institut Kantar. Regardez, 33% des Français aimeraient créer leur entreprise, c'est 55% chez les 18-24, et 52% de ces 33 envisagent de le faire en franchise, et c'est 66% chez les 18-24 ans. Donc, et c'est assez représentatif de la population que l'on a ce matin, donc on ne se trompe pas trop. Allez, une dernière question. La franchise, c'est que pour les grandes villes. Quel pourcentage de franchisés sont installés dans les villes de moins de 20 000 habitants? C'est une ville plutôt petite. Allez, vous ne laissez pas influencer par les autres. Merci pour les pouces bleus. Allez, c'est parti. 40%. C'est 40% des franchisés qui s'installent dans les villes plutôt petites ou moyennes. On va regarder un peu plus de détails. Et c'est quand même très très bien réparti. On a mis 40% parce que j'ai intégré les 2000 habitants et de 2000 à 20 000. Voilà, donc on a le premier palier, c'est 40%. Mais sinon, c'est en gros un tiers, un tiers, un tiers. Il y a autant de franchisés qui s'installent dans les très grandes villes que dans les moyennes villes que dans les petites villes. Donc là, vous l'aurez compris, la franchise, c'est fait pour tout âge, c'est fait pour toute la France, c'est fait pour tout niveau d'études. Et on va continuer à creuser un petit peu. Je vous donne quelques chiffres. Les chiffres, encore une fois, qui sont issus de la dernière enquête. La franchise, aujourd'hui, en 2024, c'est 2089 réseaux. Donc c'est un peu plus encore que l'année dernière. Et si vous regardez le tableau qui a commencé en 1971, chaque année, on est en croissance. Et si on prend sur les 20 dernières années, on a multiplié par 2, le nombre de réseaux. On est passé de moins de 1000 à plus de 2000. Donc c'est un système qui continue à se démocratiser. Il y a de plus en plus de franchiseurs et, a fortiori, de plus en plus de franchisés. Aujourd'hui, là, on est à 90 000 points de vente. C'est une légère régression par rapport à l'année dernière. On est quand même dans une année où la conjoncture économique est compliquée. Donc, il y a de nouveaux franchiseurs, mais le nombre de franchisés a baissé un petit peu. Et le chiffre d'affaires, lui, se maintient, malgré la conjoncture économique, ce qui est plutôt un bon signe de résilience de ce modèle.
Là, je vous mets derrière moi quelques enseignes, enfin les enseignes, membres de la Fédération française de la franchise. Vous en aurez des connus, des moins connus. Ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est de se rendre compte qu'on a plus de 90 secteurs d'activité représentés parmi nos membres, et ce qui est une représentation globale, hein, parmi les 2000 réseaux que vous avez à peu près en France. On peut entreprendre dans quasiment n'importe quel secteur, que ce soit du retail, du service à la personne, dans la restauration, dans le bricolage, dans le sport. Tous les métiers sont représentés. Je vous en mets encore quelques-unes. Et parmi ces 200 enseignes, vous en avez un peu plus de la moitié qui sont présentes aujourd'hui. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de franchise. On va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et revoir ensemble c'est quoi la franchise. La franchise, c'est un moyen de créer son entreprise et de la développer. Voilà, jusque-là, c'est à peu près classique. On a d'un côté un franchisé, d'accord ? C'est celui qui va créer son entreprise et il va être accompagné d'un franchiseur. Ces deux entités sont juridiquement indépendantes. C'est important de le dire parce que malheureusement, ça fait aussi partie des idées reçues. Le franchisé, c'est un salarié, il n'est pas indépendant, il dépend de la tête de réseau. Non, le franchisé est un entrepreneur indépendant. Il est relié avec son franchiseur avec un contrat. Voilà, un contrat de franchise. Et la franchise, ça repose sur 3 piliers. On les a derrière, une marque, un savoir-faire et un accompagnement. Donc je vous rassure, on va creuser tout ça. S'il manque un de ces 3 piliers, on ne parle pas de franchise et on verra à la fin qu'il existe d'autres modèles économiques qui s'en rapprochent mais qui n'en sont pas. On va rentrer sur ces 3 piliers, la marque, le savoir-faire et l'accompagnement. La marque, c'est les signes de ralliement à une enseigne en général. Donc on va trouver bien évidemment la marque, l'enseigne, hein, le logo que vous avez sur tous les stands qui sont affichés derrière. Mais il y a beaucoup plus que ça. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous rentrez dans un magasin, vous prenez un McDo, les McDo ont quasiment toutes la même entité. Certains sont un peu plus personnalisés, mais globalement, quand on rentre dans un McDo, on le sait. Voilà. Donc c'est tout ce qui est concept architectural. Ça dépend du franchiseur. C'est le devoir du franchiseur de le travailler, de le créer et de le dupliquer. Et enfin, c'est tout le système d'identité visuelle au sens large. Donc là, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est plutôt assez classique. Là, on rentre un peu plus dans le détail, on va parler de savoir-faire. Là, c'est un peu plus délicat. Vous avez beaucoup de concepts de commerce qui vont vous proposer la mise à disposition d'une marque, mais pas forcément accompagné d'un savoir-faire. Donc là, on a une première subtilité. Un savoir-faire, ça englobe énormément de choses. Là, on le dit, la loi dit que c'est l'ensemble d'informations pratiques non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur qui a été testé par celui-ci. Le secret doit être, enfin, ce qui est secret, substantiel et identifié. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais globalement, je suis dans la restauration, je suis le groupe au hasard au bureau, les restaurants au bureau. Une fois que vous avez identifié la marque au bureau par son signe de ralliement, eh bien, vous avez des recettes. Les produits que vous trouvez dans les restaurants au bureau sont les mêmes partout. D'accord ? Les recettes, le nombre de recettes, les ingrédients, les types de bières que vous trouvez dans les restaurants, par exemple, ça fait partie du savoir-faire de l'enseigne. Donc ça, c'est pour de la restauration. Mais vous avez, dans le bricolage, par exemple, vous pourrez avoir des services qui sont proposés. Donc le franchiseur doit travailler un savoir-faire sur son service. Je pense à par exemple des enseignes de service à la personne. Vous prenez le groupe O2 qui va faire du nettoyage à domicile, du portage de repas aux personnes âgées. Ça, c'est mon savoir-faire. C'est quelles sont mes méthodes, quels sont les produits que je sélectionne, comment je source mes produits, comment je les amène à domicile, comment je recrute les employés qui vont m'accompagner. Tout ça, ça fait partie du savoir-faire. Donc on va avoir ce qu'on appelle le domaine commercial, le domaine de la gestion, gestion de trésorerie, on parle des ratios d'exploitation. Parce que moi, quand je suis franchiseur, j'ai déjà testé mon concept. Je suis capable de dire qu'avec 3 employés, je fais 600 000 € de chiffre d'affaires, que mes ratios, c'est 33% de masse salariale, 30% sur le loyer, et le reste, je peux le décliner. Ça, c'est ma recette. Et toi, franchisé, si tu appliques ma recette, tu devrais à peu près avoir les mêmes ratios. D'accord ? Et après, ça peut être également tout ce qui va être logiciel. Un logiciel de caisse, un logiciel pour la gestion du service client, par exemple. Voilà, ça, c'est tout ça, on peut le mettre dans le savoir-faire.
Et enfin, on parle de domaines logistiques et techniques. Pareil, hein, la force de la grande distribution, vous avez l'enseigne Monoprix derrière, par exemple, vous avez Auchan également. La force de ces grands groupes, c'est d'avoir une logistique à disposition du franchisé. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la franchise est fortement publicitée, parce que vous n'êtes pas seul, vous avez cet accompagnement. Je parlais de franchiseur qui a déjà éprouvé son concept. Généralement, on parle de site pilote. D'accord ? Donc c'est important, ce n'est pas une obligation d'être, quand on est franchiseur, d'avoir un site pilote, mais c'est quand même beaucoup de bon sens. Et vous, futurs franchisés, ça fait partie des choses que vous devez quand même contrôler. Vous pouvez vous lancer avec un franchiseur qui n'a jamais testé son concept, et ça paraît quand même très risqué. Donc nous, à la fédération, on impose systématiquement pour les enseignes qui veulent nous rejoindre de prouver qu'elles ont déjà éprouvé leur concept. Donc c'est prouver la réussite du concept. Et la maîtrise du savoir-faire, c'est pouvoir dire « je sais faire ». J'ai 1, 2, 5, 20 points de vente et globalement, on a le même fonctionnement partout. Donc je peux prouver que ma recette, elle fonctionne. C'est améliorer le modèle par un retour direct du terrain. Je veux tester une nouvelle recette, je veux tester un nouveau service. Je le fais d'abord chez moi, je me donne 3, 6 mois, 1 an de recul et on voit si ça a marché. Et ensuite, je le décline auprès de mes franchisés. Mon produit, il est rentable, mon service est rentable, bien évidemment. Ça fait partie aussi des choses que l'on doit regarder. Donc vous, demain, futurs franchisés, vous allez demander des comptes auprès de votre franchiseur en disant « si j'investis 30 000, 100 000, 500 000 euros, c'est quoi votre rentabilité moyenne aujourd'hui ?» Donc le franchiseur doit être en capacité de vous donner des exemples. Être la vitrine de la performance du réseau. Ce n'est pas toujours le cas, mais encore une fois, c'est quand même mieux vu quand moi, franchiseur, mes 10 magasins sont les plus performants du réseau. Ça veut dire que la recette que je m'applique à moi-même, elle fonctionne et je suis plus performant que mes franchisés puisque j'applique 100% ma recette. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même un objectif que chaque franchiseur doit rechercher. Et servir de centre de formation pour les futurs franchisés. Là encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais il n'est pas rare de voir que le franchiseur va vous envoyer dans ses propres magasins, qui sont encore une fois censés être exemplaires, pour vous former à leur concept. Je parlais des 37 jours de formation un peu plus tôt. Voilà, il va vous envoyer généralement dans leur point de vente, auprès de leurs employés, qui eux vont être formés pour vous accompagner et pour vous former à leur tour. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Il n'est pas impossible d'avoir des franchiseurs qui vont vous envoyer auprès d'autres franchisés pour vous former. On va parler un peu d'accompagnement technique et commercial. C'est le 3e pilier de la franchise. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être très différenciant par rapport à d'autres modèles économiques que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui. C'est l'accompagnement. C'est un des piliers clés. Tous les franchiseurs l'ont compris. C'est que vous alliez être formé. Donc on a l'aide au montage du projet. Une fois que vous aurez signé votre contrat de franchise, peut-être même un tout petit peu en amont avec votre franchiseur, vous allez être accompagné de A à Z. Il va vous aider à chercher un local, il va vous aider à faire l'aménagement du local. Et généralement, je prends encore une fois un magasin, mais le franchiseur, il a déjà des fournisseurs référencés avec du mobilier bien spécifique, pour que ça puisse faire partie des signes de ralliement que l'on a évoqué juste avant. Il faut que tous les franchisés aient les mêmes caractéristiques. Donc il va vous imposer du mobilier et il va vous aider à aménager votre local. Il peut même aller jusqu'à faire de la recherche de financement. Attention sur ce point-là, je l'ai précisé tout à l'heure, le franchisé est juridiquement indépendant de son franchiseur. Donc il peut vous accompagner, vous dire « tiens, je suis déjà référencé auprès de telle banque ». Il peut vous dire « tiens, je connais tel courtier, je connais tel service, tel prestataire qui va pouvoir faire un prêt à taux zéro ». D'accord ? Donc il va vous donner les clés. Par contre, c'est vous, futurs franchisés, qui allez réaliser tous les investissements, qui allez faire ces financements, qui allez faire les démarches auprès des banques. Et ça, je crois que je le redis un petit peu après. Donc il vous aide en amont, il vous aide à l'ouverture. Il n'est pas rare que les équipes du franchiseur vous accompagnent pendant 1 jour, 1 semaine, 15 jours avec vous au quotidien pour s'assurer que toutes vos équipes ont bien été formées et que tout fonctionne parfaitement. Et après, il va vous laisser de plus en plus d'autonomie et de liberté jusqu'à avoir une fréquence de visite
une fois par mois, une fois par trimestre ou 2 fois par an. Ça dépend des franchiseurs. Et enfin, et c'est là que c'est très important encore une fois, c'est que l'accompagnement, c'est pas c'est bon, t'es ouvert, t'es lancé, allez, bon courage, on se revoit dans 7 ans à la signature de ton contrat. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est toute la richesse de la franchise. Le franchiseur, il vous accompagne pendant toute la durée de votre contrat. Alors de façon plus ou moins soutenue, de façon plus ou moins importante. Il y a des franchiseurs qui veulent être très très proches de leurs équipes, veulent verrouiller ce cadre un maximum, donc ils vont être très présents. Votre marge de main-d'œuvre va être un peu plus restreinte, il faut le savoir. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont vous laisser plus de liberté, plus de tranquillité. Ils vont être là en backup. Vous avez systématiquement un animateur de réseau qui va être votre contact principal et qui va être la clé d'entrée et d'échange entre vous et la tête de réseau. En tout cas, vous avez un accompagnement durant toute la durée du contrat. On refait un petit point. Le franchiseur, il est propriétaire de la marque. C'est lui qui est titulaire de la licence de marque, si on va un petit peu de côté sur d'autres modèles économiques. C'est lui qui possède le savoir-faire. Il est expérimenté. C'est lui qui vous apporte la formation initiale et continue tout au long du contrat. Il vous apporte une assistance continue pendant toute la durée du contrat. Il s'engage auprès de vous à contrôler le respect des bonnes pratiques. Ça se traduit par des audits. D'accord ? Donc c'est du devoir du franchiseur de venir régulièrement vous auditer et s'assurer que vous respectez le concept de sa marque, d'accord ? Parce que c'est l'image de tout le réseau que vous avez entre vos mains. Donc il a le droit et le devoir de venir régulièrement vous contrôler et s'assurer que tout se passe bien. Et il peut vous recadrer en disant attention, tu as pris trop de liberté sur ce point-là, c'est pas prévu comme ça, et donc on t'interdit de le faire. Et enfin, c'est lui qui est responsable de la stratégie de développement et de la pérennité de sa marque. D'accord ? Donc là, quand je dis tout ça, il y a également beaucoup de réseaux qui vont intégrer des franchisés dans la réflexion globale. D'accord ? Le franchiseur, encore une fois, est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut changer son logo, s'il veut changer sa baseline, s'il veut changer son slogan, les couleurs, les services, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Maintenant, globalement, l'ensemble des franchiseurs vont mettre en place ce qu'on appelle des comités de pilotage où on va aller prendre 2, 3, 4 franchisés, ambassadeurs de la marque, qui vont parler pour l'ensemble du réseau. On va les faire venir au siège et on va discuter ensemble. Tiens, la nouvelle campagne de communication, on envisage de changer un peu les couleurs, de rafraîchir un petit peu l'image de marque. On a une nouvelle campagne de communication, on a un nouveau service qu'on veut lancer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sur le terrain au quotidien ? On discute ensemble, mais in fine, ça reste le franchiseur qui décide ce qu'il va faire de sa marque. Le franchisé est un entrepreneur indépendant. Il est responsable de l'exploitation du concept. D'accord ? Donc vous êtes chez vous, dans votre boutique ou sur votre zone d'exclusivité quand on parle de service. Parce que je parle beaucoup de boutiques, mais vous l'aurez compris, on a tout un nombre d'enseignes dans le service à la personne où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un point de vente physique. Il y a des métiers qui peuvent se faire en effet de la maison, un téléphone, une voiture, et je vais faire ma prospection commerciale et vendre mes services à distance. Mais la raison, le principe reste le même. Je reste, moi, franchisé, responsable de l'exploitation de mon business. Je recrute mes équipes, elles font partie de mon entité. C'est moi qui réalise les investissements nécessaires à la création d'entreprise. J'achète le fonds de commerce ou je loue le fonds de commerce, j'achète le mobilier, j'achète le stock, je finance les salaires, je gère les primes, je fais les investissements, moi, franchisé, parce que je suis entrepreneur indépendant. Ça nécessite de rentrer dans un état d'esprit où on devient ambassadeur de l'enseigne. D'accord ? C'est au même titre que vous pourriez être fier de créer votre propre entité. Là, vous devez être fier de rentrer dans un beau réseau qui va vous accompagner. Et en local, c'est votre marque, c'est votre business. Et vous devenez un ambassadeur de l'enseigne. Vous vous engagez à respecter le concept. Encore une fois, ça fait partie du jeu. Certains vont dire c'est une contrainte. Non, ce n'est pas une contrainte à partir du moment où vous connaissez les règles du jeu avant de rentrer. Vous allez rencontrer aujourd'hui des franchiseurs. Soyez transparents, posez-leur la question, c'est quoi les règles du jeu, c'est quoi le cadre ? Une fois que le cadre il est défini, il ne bouge plus. Par contre, vous vous engagez à le respecter. Et donc tout ça,
c'est ce qu'on appelle adhérer à l'esprit de franchise. Vous avez en face de vous un franchiseur, vous avez une relation gagnant-gagnant. Plus vous faites de chiffre d'affaires, plus il réussit. Tout le monde est content. Et vous avez en face de vous tout un écosystème avec des banques, avec d'autres franchisés, une tête de réseau, des partenaires, et tous ensemble, vous allez dans la même direction. C'est ça l'esprit de franchise. Et bien évidemment, vous vous en doutez, ça a un coût, malgré tout, d'être franchisé. Pour bénéficier de cette marque, pour bénéficier de ce savoir-faire, de l'accompagnement, de toute la notoriété, des avantages financiers que pourrait offrir un franchisé, parce qu'il va vous avoir des remises sur les produits que vous allez acheter, en échange de ça, le franchisé rétribue son franchiseur. Ce qui m'emmène sur les aspects financiers. Je fais juste une petite pause question. Je regarde s'il y a des questions pertinentes que je n'aurais pas encore vu passer. Ok. Il y a 2-3 questions, je pourrais y répondre à la fin. Je continue. Sur la partie financière, on peut la découper en 3 parties. La première partie, on rentre dans le vif du sujet, droit d'entrée. Ça va de rien à 45 000 € et plus. Ces droits d'entrée, vous avez quelques détails derrière moi, hein. Globalement, ça finance la notoriété de la marque. En effet, vous n'avez pas les mêmes droits d'entrée quand vous voulez rentrer chez McDo ou chez Black and White Burger. Voilà. Pourtant, c'est 2 enseignes de burgers. Il y en a une qui a une notoriété un peu supérieure à l'autre, en tout cas pour le moment. Vous payez le savoir-faire, vous payez l'exclusivité territoriale, encore une fois, hein, que ce soit dans le service à la personne ou dans la restauration. Vous prenez un restaurant, le franchiseur s'engage à ne pas vous mettre de restaurant dans une zone qui va être définie au préalable de quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, sur une ville, sur une région, sur un département, sur une région. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est défini d'entrée de jeu, dans le cadre dont je parlais, dans le contrat de franchise. Donc là, encore une fois, vous savez où vous mettez les pieds. Donc pendant une durée donnée, le franchiseur s'engage à vous laisser une zone d'exclusivité. Ce sont vos clients, à vous d'aller les capter. Donc ça, vous le payez dans le droit d'entrée. La formation initiale, elle peut être parfois mise de côté. Mais nous, il n'est pas rare de l'intégrer dans les droits d'entrée, en tout cas. Donc on l'a mise ici. Et l'accompagnement à l'ouverture. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment on fait? Pourquoi il y en a qui sont à 0 €? Je vais prendre un exemple tout bête. Il est sur le stand. Il y en a d'autres, hein. Vous prenez Léonidas, chocolatier. Il n'y a pas de droit d'entrée. Parce qu'en fait, Léonidas va se rémunérer sur les produits, le chocolat qu'il va vous vendre. Vous vous engagez à acheter 100% du chocolat chez lui. Lui a décidé de dire, moi je ne mets pas de droit d'entrée parce que je vais me rémunérer sur le chocolat que vous m'achetez. Voilà, tout simplement. Il y a quelques exemples comme ça. Donc vous êtes en droit, hein, vous, franchisé, de demander au franchiseur, pourquoi 30 000 €? Qu'est-ce que je paye, moi, dans ces 30 000 €? Deuxième partie, on en a parlé un tout petit peu avant, vous, franchisé, vous vous engagez à rétribuer votre franchiseur pour le service qu'il vous apporte. On appelle ça souvent les royalties. Ça va de 2 à 10% du chiffre d'affaires. Encore une fois, on a mis la moyenne la plus large de ce que l'on peut trouver. Ça va couvrir le droit à l'enseigne, de l'utilisation de l'enseigne, l'assistance. Donc il y a des secteurs qui nécessitent un accompagnement plus poussé que d'autres. La formation, là encore, il y a des secteurs qui vont demander des formations plus régulières, des nouveaux services. Il y a des métiers qui sont un peu plus techniques que d'autres. Vous allez avoir la partie animation de recherche, animation de réseau, pardon. Comme je vous le disais, dans tous les secteurs, vous avez un animateur de réseau qui va vous accompagner. Donc ça, vous le financez. Et tout ce qui est recherche et développement. Comme vous l'avez compris, je l'ai dit précédemment, c'est du devoir du franchiseur d'assurer la pérennité et la notoriété de la marque, de se faire, d'inventer des nouveaux services, de se réinventer, de mettre en place des nouveaux produits. Donc ça, vous le payez dans les royalties. C'est comme ça que ça finance la tête de réseau. Et vous pouvez avoir, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez avoir également une redevance de publicité nationale. D'accord? On est bien d'accord, là encore une fois. Le franchiseur s'occupe de faire la promotion de l'enseigne, de la marque au niveau national, et c'est au franchisé de le faire au niveau local. Le franchiseur, lui, il va vous donner des outils, il va vous créer des produits, des vidéos, des photos, des logos, il va vous mettre tout ça à disposition, mais c'est à vous de le financer en local. Encore une fois, c'est votre business, c'est votre zone d'exclusivité.
Là, on va faire un exemple d'investissement total pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de comment ça se traduit au quotidien. On parle d'investissement total avec un exemple à 200 000 euros. Dans ces 200 000 euros, vous financez le droit d'entrée, vous financez les frais d'aménagement du point de vente, tout ce qui est mobilier, l'informatique, logiciel de caisse et compagnie, le stock initial, pour ne pas ouvrir un magasin vide, c'est du bon sens, les frais de création d'entreprise, encore une fois, c'est votre entreprise, hein, donc tous les frais d'avocat que vous allez avoir, entre autres, et un besoin en fonds de roulement. Voilà, on se laisse voir venir 2-3 mois, on a un peu de trésorerie de côté, le temps que tout se mette en place. Là, on s'entend hors immobilier, tout ce qui est pas de porte, les baux commerciaux, droit au bail, etc. Ça, généralement, on ne le met pas dans l'investissement total. Ça, en gros, c'est quelque chose qui peut se faire financer par les banques. C'est tangible, d'accord? C'est du concret. Si la banque, si demain, ça ne marche pas, vous vous plantez, la banque peut revendre le stock, la banque peut revendre tout le matériel et récupérer ses investissements. Donc on va vous demander un investissement total de 250 000 euros pour commencer. Pour financer ces 250 000 euros, vous, futurs franchisés, vous arrivez avec un apport de plus ou moins 30%. Ça dépend des secteurs. Si le secteur est plus ou moins à risque, ça dépend des franchiseurs également. Il y a des franchiseurs qui sont plus ou moins connus, des banques. Quand vous arrivez dans une grosse enseigne qui a une grosse notoriété, dont le taux d'échec est très très faible, la banque va être plus favorable à augmenter son apport, à augmenter sa part à elle. Et voilà, donc généralement, on est sur du 30%. Donc vous, franchisés, on va vous demander d'arriver avec 80 000 euros pour financer un projet qui va en coûter 250 000 euros. Et donc la banque va financer le reste. Et ça, c'est une des forces de la franchise. Parce que si vous vouliez vous lancer dans le même concept tout seul, la banque ne vous prêterait pas autant. Vous devriez arriver avec 50%, voire plus, de l'apport versus un montage en franchise. Donc là, on a quand même un gros intérêt. Le cadre juridique. On a par habitude de dire qu'en franchise, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles de cadre juridique spécialement dédiées à la franchise. Maintenant, il y a quand même des règles qui s'appliquent. J'en ai mis 3. On parle du code de déontologie qui est devenu européen, mais qui était à la base français. Je ne l'ai pas précisé en préambule, mais la FFF est une fédération professionnelle sélective. On n'a que 200 réseaux, mais c'est des réseaux qu'on a choisis. On les a choisis parce qu'on a étudié leur contrat de franchise, on a étudié le DIP dont je vais parler juste après, et on a fait quelques ajustements, on a suggéré des ajustements pour les quelques réseaux qui n'étaient pas forcément dans les clous, puisque nous, on prône une franchise équitable dans la relation franchiseur-franchisé. Parce que ça fait partie des idées reçues aussi, pas que, mais que le franchiseur est tout puissant et que moi, petit franchisé, je me fais exploiter par mon franchiseur. Si c'est votre ressenti, changez de franchiseur, parce que ce n'est pas l'objectif quand même. L'objectif, c'est quand même une relation gagnant-gagnant. Donc nous, on s'assure de ça à travers la lecture des contrats. Et on a créé les premières entreprises, les premiers franchiseurs qui ont développé la fédération, ont dès les premières années créé ce qu'on appelle le code de déontologie. Un code de bonne conduite. Ça n'a aucune valeur, c'est un code moral où on s'engage à respecter son franchisé et à faire en sorte que la relation soit équitable et qu'on écoute ses franchisés. Et ce code, au fur et à mesure des années, il est devenu européen. Il y a d'autres pays qui ont créé eux aussi des fédérations et qui ont décidé d'annexer ce code. Donc toutes les entreprises, tous les membres de la fédération, s'engagent à annexer ce code de déontologie dans leur contrat. C'est-à-dire que le franchisé, quand il va signer le contrat, il reçoit un exemplaire et dedans, il y trouve le code de déontologie. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt tendance à rassurer le franchisé. Donc c'est un cadre non législatif, à l'initiative des professionnels, et que les adhérents s'engagent à respecter. J'ai déjà dit. Le document d'information précontractuelle, c'est un document qui n'est pas dédié à la franchise, mais qui s'applique dans 95%, voire 99% des cas de la franchise, mais que l'on peut trouver dans d'autres modèles économiques.
Le document d'information précontractuelle, c'est un document que le franchiseur, en tout cas qu'une entreprise, doit remettre à une entreprise B à partir du moment où il y a un échange un échange d'exclusivité en contrepartie financière. Donc une exclusivité de produit, une exclusivité de service, une exclusivité de territoire. Donc à partir du moment où l'entreprise A donne une exclusivité à l'entreprise B en échange d'une rémunération, l'entreprise A doit fournir un DIP. Dans ce DIP, donc c'est ex-loi Doubin, le franchiseur, en l'occurrence, doit donner au franchisé l'ensemble des informations qui vont permettre de déterminer la bonne santé économique de l'entreprise, combien j'ai de franchisés, combien j'ai de points de vente, combien j'en ai ouvert ou perdu lors des 12 derniers mois, quelques informations financières. On a également ce qu'on appelle un état général du marché. Le marché du burger en France, globalement, c'est tant de millions d'euros, et un état local du marché. Sur la région de Limoges, le potentiel de burger, c'est 50 restaurants. Il y en a 30, donc a priori, on a un bon potentiel. Donc ça, c'est un document qui est fourni au franchisé. Le franchisé a 21 jours pour le lire, et pendant ces 21 jours, le franchiseur a interdiction de lui faire signer son contrat de franchise. Donc on le donne en amont du contrat, le franchisé étudie tout ça, et fort de ces éléments, va se dire « Ok, j'ai confiance, on y va, je signe ou pas ». Et pendant ces 21 jours, vous pouvez faire autant d'allers-retours que vous voulez, poser des questions à votre franchiseur pour essayer d'éclaircir pourquoi tel point, pourquoi tel point. Et donc ce document, lui, il a un cadre légal, il y a des choses que le franchiseur doit impérativement afficher. Ce document, il a pour vocation de protéger et le franchiseur et le franchisé. Le franchiseur, puisque s'il a respecté le cadre de la loi et qu'il a donné l'ensemble des informations nécessaires à son franchisé, le franchisé doit signer ce qu'on appelle en pleine connaissance de cause. Et si le franchisé, malheureusement après 1 an, 2 ans, 3 ans, se casse la figure, il ne pourra pas se retourner contre ce franchiseur en disant « Ah, mais attendez, j'ai découvert au bout de 2 ans que vous aviez fermé 15 points de vente l'année dernière. Si j'avais su ça, je n'aurais pas signé. » Si, c'était marqué dans le DIP. Donc si c'était marqué dans le DIP, le franchiseur est protégé. Mais j'ai envie de dire le franchisé aussi, puisque c'était noté. C'était à toi de le lire. Si tu n'as pas fait attention, tu ne peux pas te plaindre de ça derrière. Mais la situation s'inverse. Si le franchiseur a fermé sur 20 points de vente, il en a fermé 15 l'année dernière, qui peut indiquer une mauvaise situation économique, s'il ne l'indique pas et que le franchisé ouvre malgré tout et qu'il le découvre, ça peut se retourner contre le franchiseur. Donc là, je protège le franchisé. Donc c'est un document qui est extrêmement important, que les franchiseurs rédigent avec beaucoup de minutie. Souvent, ils se font accompagner pour le rédiger, et que les franchisés doivent lire dans le détail pour être sûrs de savoir où ils mettent les pieds. Et le dernier document, c'est le contrat de franchise. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que le franchiseur, une fois qu'il a fait un premier rendez-vous téléphonique, puis un rendez-vous par visio, il vous a reçu, il va sonder un petit peu votre parcours, votre projet, votre motivation, la solidité de votre expérience, et il va juger est-ce que c'est un franchisé qui va me correspondre ou pas. Une fois que vous êtes mis d'accord, il va vous remettre un projet de contrat de franchise avec le DIP. Et dans ce contrat de franchise, vous y trouverez vos droits et vos obligations en tant que franchisé, ce à quoi s'engage le franchiseur également. Vous y trouverez, comme je le disais, votre exclusivité géographique. Ça peut être à l'échelle d'une rue, d'une ville, d'un département, d'une région, plus ou moins définie, mais en tout cas, il faut qu'elle soit définie dans ce contrat. Ça peut être une exclusivité d'approvisionnement. Le franchiseur s'engage à ne fournir que vous sur ce produit dans telle zone. Ça, c'est non négociable. On dit en principe, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais ce contrat de franchise, il n'est pas négociable. Pourquoi ? Parce que dans le principe d'équilibre dans la relation franchiseur-franchisé, il faut qu'il y ait une équité dans les franchisés.
Il n'y a pas de raison qu'un franchisé qui ouvre à Limoges ait 5% de redevance et que le mois d'après, celui qui ouvre à Nantes, il ait 6% de redevance. Ça ne se justifie pas. Il n'y a pas de raison. Et si c'est le cas, le franchiseur doit être en mesure de le justifier. Mais c'est toujours un peu compliqué. Donc ça, c'est non négociable. Donc vous avez le cadre dans vos premiers échanges avec le franchiseur. À vous de voir si vous voulez avancer avec ce cadre ou pas. Et le contrat, il est généralement fixé, ça va de 3 à 10 ans, mais on est sur une moyenne à 7 ans. Ça veut dire que vous vous engagez pendant 7 ans avec votre franchiseur. Donc pendant 7 ans, lui s'engage à ne pas mettre d'autres points de vente sur votre zone. Et bien vous vous engagez à rester avec lui pendant au minimum 7 ans. Ça peut être renouvelé, il peut y avoir ce qu'on appelle des avenants au contrat, plein de possibilités entre-temps, mais l'idée c'est ça. Je vais passer aux questions après. Je vais quasiment conclure sur cette partie-là. Là, je parle de franchise depuis le début, mais vous l'avez compris, j'ai aussi laissé la porte ouverte à d'autres modèles. Là, on est dans le cadre d'un réseau avec un contrat, c'est ce qu'on appelle le commerce contractuel. Donc, c'est un partenariat entre une entreprise et une autre. Donc, il y a la franchise, mais il y a également la licence de marque. Donc, la licence de marque, comme son nom le laisse sous-entendre, le licencié, enfin le licencieur, la tête de réseau, vous donne une marque, le droit d'utiliser son image, mais il n'y a pas forcément d'accompagnement et il n'y a pas forcément de savoir-faire. J'ai une marque, tu peux l'utiliser. Il y a également la concession. La concession, vous la connaissez sans la connaître, c'est le principe de concession automobile, mais qui se trouve dans beaucoup d'autres concepts. J'ai un producteur, Renault, qui produit des voitures et il autorise un concessionnaire à vendre ses voitures sur une zone géographique. Voilà. Mais le franchiseur, vous imaginez bien que ce n'est pas lui qui est producteur, donc il a la concession pour un produit sur une zone. C'est ça la concession. Donc on peut le trouver, je ne vais pas dire la bêtise, mais dans l'idée Velux, Velux est une marque, il va autoriser des concessionnaires à vendre la marque Velux sur son espace, sur sa zone géographique. Et on va trouver la commission affiliation. Encore un autre modèle. Donc, c'est des choses qui se rapprochent de la franchise. Sur ce salon, aujourd'hui, vous avez près de 600 enseignes, dont majoritairement la franchise, mais on a ouvert un peu plus large avec la commission affiliation et des concessions. Et enfin, vous avez le commerce associé. C'est encore un peu différent, c'est que dans le premier cas, il n'y a aucun lien capitalistique entre le franchisé et le franchiseur. C'est un lien contractuel. Dans le deuxième lien, l'associé a des parts dans la maison mère. Exemple, Leclerc, Intermarché. D'accord ? Donc ça s'assimile beaucoup dans la logique à un contrat de franchise, à la différence que là, le succès, il est encore plus engageant dans le gagnant-gagnant. C'est que si l'ensemble du groupe gagne, moi, affilié, je gagne mon chiffre d'affaires à l'instant T, mais je gagne aussi avec le chiffre d'affaires de la tête de réseau. C'est ce qu'on appelle un homme, une voix. Et là, contrairement à la franchise où le franchiseur décide de tout, même s'il va intégrer un conseil de sages dans les prises de décision pour faire évoluer un produit, là, dans le commerce associé, il n'y a pas le choix. Tous les Leclerc ont une voix à la tête de réseau et ils décident ensemble. Voilà la grosse différence dans les différents types de réseaux. Pour bien parcourir ce salon aujourd'hui, on vous a réservé quelques conseils. Mesurez les conséquences personnelles et financières de votre projet. Ça reste de l'entrepreneuriat. Il y a un risque dans tout projet entrepreneurial. Même si, avec la franchise, le risque il est diminué, il reste présent. Et donc, ça a des conséquences sur votre vie. Aujourd'hui, vous êtes salarié, probablement, avec un revenu stable. Demain, il faut prévoir cette instabilité ponctuelle. Rencontrer des franchisés, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, sur le salon, vous avez des enseignes qui viennent également avec leurs franchisés. Et vous avez un espace qui s'appelle Meet and Speak, où vous avez des franchisés qui donnent de leur temps, que vous pouvez aller rencontrer pour échanger sur comment, pourquoi, quels sont tes investissements, quels ont été les sacrifices, comment tu t'es organisé, c'est quoi les étapes pour devenir franchisé. N'hésitez pas à aller les voir sur cet espace ou à poser des questions aux franchiseurs qui ont sur leur stand des franchisés. Et on explique qu'il faut comparer le discours avec le franchiseur. En effet, le franchiseur, il est là pour vous vendre la mariée la plus belle possible. Elle est souvent très jolie, mais le franchisé, lui, il va vous dire « Oui,
la mariée, elle est belle, mais il y a ça qu'il faut faire attention, ce point-là, ou ouais, c'est pas super. À vous de décider ensuite en votre âme et conscience. Se faire accompagner dans son projet. Je l'ai expliqué, à la fédération, on a également 60 experts dont vous pouvez en retrouver une partie sur un village des experts qui est situé tout à gauche de la scène. Vous avez des avocats, des comptables, des responsables en accompagnement, développement marketing. N'hésitez pas à vous rendre auprès d'eux pour savoir en effet comment ça se passe. Ils seront ravis de vous accompagner dans ce projet. Ne pas vous précipiter et trouver un projet qui vous correspond. C'est quelque chose d'essentiel. Je compare souvent la relation franchisé-franchiseur, en tout cas dans ses débuts, à une relation de couple. Ça fait sourire, mais il y a énormément de similitudes. Vous êtes là sur un grand salon mythique où il y a un franchisé qui cherche un franchiseur, un homme qui cherche une femme ou inversement. Vous avez les mêmes similitudes. Vous allez rencontrer quelqu'un. Si aujourd'hui vous êtes faux avec la personne que vous rencontrez, il y a quand même de grandes chances que la relation dure 3 mois, 6 mois, 1 an, et que votre vraie personnalité reprenne le dessus et qu'on se rende compte qu'en fait, non, on n'a pas les mêmes valeurs, ça ne matche pas en fait. C'est la même chose avec un franchiseur et un franchisé. Si vous n'êtes pas honnête vous-même sur vos attentes, vos besoins, et que vous ne le dites pas à votre franchiseur, ça risque de se planter. Et là, on parle d'investir 10 000, 50 000, 300 000 euros. Si vous n'êtes pas clair, transparent l'un envers l'autre, ça peut coûter cher. Sachant qu'encore une fois, vous l'aurez compris, on s'engage sur une relation de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc ne vous précipitez pas, soyez au clair avec vous-même, posez des questions, faites-vous accompagner, et si tout se passe bien, on vous souhaite une belle aventure dans ce beau monde de la franchise. Je vous souhaite à tous un très bon salon, et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition, parce que j'ai été un tout petit peu trop long. Merci à tous pour votre écoute et bon salon.